suis Thomas Petit-Guyot, je travaille à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DEAL de Guyane, donc service de l'État. Je suis effectivement chef du service qui est en charge les questions d'eau, de biodiversité et de paysage. Et je te remercie de m'avoir proposé de dire quelques mots en introduction parce qu'on fait partie, nous aussi, de l'équipe qui, pour la Guyane, veille sur la qualité des eaux. Le but ce soir, c'est de faire un point sur les connaissances en termes de qualité de l'eau superficielle et souterraine en Guyane. Et vous allez voir que cette connaissance, elle est encore imparfaite, partielle, mais moi je préfère voir le verre à moitié plein. Elle a quand même énormément progressé au cours des 15 dernières années. Il y a eu une mobilisation énorme de la part des opérateurs dans ce domaine pour acquérir de la donnée, mais aussi trouver les bons moyens de qualifier l'eau, la qualité de l'eau en Guyane, qui est voilà, on est dans des milieux qui sont particuliers. Et tout cela, ça vient de quoi? Bon, déjà parce qu'en France, on est fort, on a des organismes de compétences, on a une politique publique qui investit dans le domaine, mais on ne le fait pas que par volontarisme, on le fait aussi parce qu'il y a une certaine obligation qui s'applique dans un cadre européen. Voilà, vous êtes peut-être vous connaissez peut-être la directive 4 sur l'eau qui a été adoptée en l'an 2000, donc voilà, il y a maintenant 18 ans, et qui a imposé à l'ensemble des États membres, la France, sur l'ensemble de ces bassins, la Guyane en particulier, de mettre en place des systèmes de connaissance de la qualité de l'eau qui sont en fait la première brique pour agir en faveur de la restauration de cette qualité. On ne sait pas comment agir, vers quelles actions prendre si on n'a pas un diagnostic sur quels aspects la qualité de l'eau n'est pas suffisante, n'est pas satisfaisante, et pourquoi il faut agir, avec un objectif de rétablissement du bon état des eaux. Et on va parler beaucoup aujourd'hui, surtout pour les eaux superficielles, de biologie, d'écologie, peut-être même de biodiversité, ce qui peut paraître surprenant quand on parle d'eau. Et bien ça, c'est aussi quelque chose qui a été ancré dans la politique de l'eau, du fait de cette directive cadre européenne qui a mis au centre la qualité écologique de l'eau. Et donc c'est pour ça qu'on ne regarde plus que les paramètres physico-chimiques, en particulier dans les cours d'eau et les lacs, mais on va aussi regarder toute la vie de ces cours d'eau, de ces masses d'eau, et c'est ça qui va fonder la qualité de l'eau, c'est sa capacité à supporter des écosystèmes fonctionnels bien vivants. Voilà. Donc je vous dis ça parce que voilà, c'est le cadre dans lequel trouve sa place tout cet investissement pour la connaissance de la qualité de l'eau, cette surveillance. Hein, c'est une obligation réglementaire. L'État a des obligations vis-à-vis de l'Europe. Et dans mon service, au service de l'État, on a justement la charge de piloter ce dispositif dans lequel interviennent en particulier l'Office de l'eau et le BRGM pour acquérir cette connaissance qui sera, encore une fois, je vous le dis, le caractère, la base essentielle pour agir en faveur de ces milieux. Voilà, c'était ces quelques mots que je voulais dire. Je l'ai dit aussi parce que je les ai à cœur, parce que voilà, je suis arrivé il y a quelques mois à Cayenne et j'arrive de Bruxelles où je travaillais justement dans l'équipe de la Commission européenne qui a en charge cette directive 4 sur l'eau. Et c'était aussi une manière de dire que l'Europe, c'est pas toujours que des contraintes, c'est aussi des opportunités, des incitations qui nous font agir en faveur de l'environnement et au-delà de l'environnement, le bien-être de ceux qui y vivent. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Thomas pour cette introduction. Donc pour revenir rapidement sur le contexte réglementaire, donc on parlait de la directive cadre sur l'eau, donc je ne vais pas approfondir, mais juste pour resituer, cette directive, donc, elle date des années 2000, elle s'est appliquée donc, en Guyane à partir surtout de 2007, la date à laquelle les premiers réseaux sont apparus. Donc les réseaux, c'est juste un ensemble de stations où on va faire des mesures régulièrement. Donc l'objectif de cette directive, c'est de faire un suivi en fait, notamment sur la qualité des eaux à l'échelle européenne et d'avoir une méthode de travail qui soit à peu près identique en fait, sur l'ensemble des pays membres. Et comme la Guyane fait partie de la France, elle est aussi rattachée donc, à cette directive européenne. Cette directive, elle a pour but bien sûr de travailler à la fois sur les eaux de surface continentales, les eaux côtières et également les eaux souterraines. Donc là, c'est des déclinaisons de la directive 4 sur l'eau, c'est des directives filles. Et donc,
parmi les objectifs qu'on rencontre sur cette directive, c'est une gestion par bassin versant. Donc les bassins versants, en fait, bon, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Si je prends le bassin versant du Maroni, c'est l'ensemble des eaux, en fait, des eaux de pluie en fait, qui vont par ruissellement, donc via les cours d'eau, arriver dans le lit du Maroni. Donc les bassins versants sont des tailles plus ou moins importantes en fonction de la taille du cours d'eau. Donc on travaille à l'échelle du bassin versant. Les objectifs qu'on se fixe sont des objectifs à l'échelle de la masse d'eau. Donc on va voir ce qu'est une masse d'eau. Donc c'est une masse d'eau, c'est un tronçon hydrographique, c'est un tronçon d'un cours d'eau. Je vais vous détailler ça un petit peu plus loin. C'est important de le comprendre parce que c'est sur ces masses d'eau-là qu'on va fixer nos objectifs. Et donc la directive fixe aussi une planification donc avec des échéances et des objectifs. Slide suivante. Alors, sur la directive, en fait, elle fonctionne selon un calendrier qui comporte 3 cycles de 6 ans. Donc c'est le schéma que vous avez ici. Donc ces cycles en fait sont identiques, hein. Il y en a donc 3 fois avec 4 grands items, on peut dire. Donc le premier c'est le SDAGE. Donc le SDAGE c'est le plan de gestion en fait de la directive qui va décliner en fait tous les objectifs. Ce plan de gestion il va comporter donc un programme de mesure. Le programme de mesure c'est toutes les actions en fait qui vont être mises en place donc d'un point de vue de la qualité pour atteindre en fait un bon état ou restaurer un bon état sur les cours d'eau. Il va être accompagné d'un programme de surveillance, donc c'est ce qu'on va décliner ce soir. Le programme de surveillance, c'est toute la surveillance qu'on met en place pour évaluer la qualité des cours d'eau. Et à la fin de chaque cycle, on va faire un état des lieux. Donc c'est un bilan en fait de toutes les données qu'on a collectées pendant ces 6 ans. Et on va pouvoir dresser des cartes donc de la qualité de tous ces cours d'eau, ces nappes phréatiques et ces eaux littorales. Slide suivante. Alors, encore un petit peu de méthodologie. Donc l'objectif de la directive, c'est à chaque échéance, donc 2015, 2021, 2027, de faire un bilan et de voir en fait quels sont les cours d'eau qui ont atteint le bon état écologique. Donc en fait, le bon état écologique, donc là vous avez quelques définitions, mais concrètement le bon état en fait, c'est un état qui se rapproche le plus possible d'un état de référence, donc sur des cours d'eau ou des nappes, ou peu importe le milieu qu'on prend, sur lequel il n'y a pas d'activité anthropique, donc dépourvu de toute pression. Donc on va essayer de se rapprocher au maximum de cet état. Donc voilà ce que ça veut dire concrètement. Alors il y a une petite méthode. Alors déjà les codes couleurs que vous avez là, vous allez les retrouver tout au long de cette présentation. Donc sur la partie écologie, il y a 5 codes couleurs, donc avec 5 niveaux de qualité. Donc ça part du bleu jusqu'au rouge. Donc le bleu c'est le très bon état et le mauvais donc c'est le rouge. Donc sur la partie écologie, on fait un petit peu de physico-chimie pour accompagner, donc pour comprendre un petit peu comment est-ce que les organismes se répartissent et s'il y a absence ou présence, comment ça peut s'expliquer. Donc on a 5 codes couleurs pour l'état écologique et on a 2 codes couleurs pour l'état chimique. Donc l'état chimique, c'est ni plus ni moins que de la chimie, hein, la chimie de l'eau. Donc on va mesurer toute une batterie en fait, de substances qui sont rejetées donc, par différentes activités et on va voir en fait si elles sont présentes ou elles sont absentes. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 codes couleurs. Soit l'état chimique est bon, s'il est en dessous en fait, d'un certain nombre de seuils en fait. Par exemple, si je prends un pesticide, s'il est en dessous d'un seuil de détection, on va dire que l'état est bon. S'il est au-dessus, l'état sera mauvais. Il n'y a pas d'état intermédiaire en comparaison avec l'état écologique. L'état écologique, il va regrouper plusieurs compartiments biologiques. Donc on va travailler à la fois sur les poissons, les insectes, les diatomées, on va voir ça plus tard, alors que l'état chimique, lui, porte que sur la chimie. Je vous présente rapidement donc, le réseau hydrographique. Donc, le réseau hydrographique, c'est l'ensemble en fait, des milieux aquatiques qu'on va rencontrer donc, à l'échelle du territoire guyanais. Ce réseau hydrographique, il est très diversifié et il est particulièrement dense. Donc ce qu'on va rencontrer comme type de milieu, alors il y a des milieux qui sont assez atypiques. C'est ce que vous avez en haut à gauche, donc c'est des petites criques torrentielles qu'on rencontre assez peu parce que le relief de la Guyane est relativement plat. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur des massifs montagneux, notamment celui de la montagne d'Or qui est d'actualité. Ensuite vous avez des criques forestières, les fleuves. Sur les fleuves on va trouver 2 types de milieux essentiellement. Donc on va trouver les zones de rupture de charge, donc c'est les sauts, hein, là où ça bouillonne un petit peu. Et les zones d'entresauts qui sont plutôt plates. En se dirigeant vers l'aval, donc on va avoir des zones estuariennes ou des zones soumises à marée, donc où il y a une eau qui est très marron, assez turbide. Ensuite, on va avoir des zones de mangroves. Et on va aussi rencontrer des milieux un petit peu atypiques, donc comme les savanes inondées, les forêts inondées, et les marais et les vasières. Slide suivante. On peut passer encore. Donc le réseau hydrographique en Guyane, il est particulièrement dense, hein. On a plus de 190 000 km de linéaire. Donc c'est vraiment important par rapport aux autres DOM, ça n'a vraiment rien à voir. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est ce qu'on appelle les petites masses d'eau. Donc on va voir plus tard, c'est des masses d'eau en fait, qui font 3-4 mètres de largeur. Donc on voit que c'est vraiment très très important. Alors ça déborde sur le Brésil et le Suriname parce que les bassins versants de l'Oyapock et du Maroni
il porte aussi donc, sur les pays transfrontaliers. Et donc là, on voit que ce réseau est extrêmement dense, donc forcément, on ne va pas pouvoir tout suivre. Donc on a découpé ce réseau-là donc, en 840 masses d'eau, donc 840 tronçons, qui sont identiques donc, pour une masse d'eau donnée. Et on a découpé donc, sur les masses d'eau souterraines, donc on va en avoir 2 à l'échelle du territoire. Donc ça, je ne les présente pas parce que Nicolas s'en chargera. On va avoir une masse d'eau plan d'eau, donc qui est le lac de Petit Saut qui est ici. Donc on a une seule masse d'eau plan d'eau. On va avoir 9 masses d'eau de transition donc, qui sont aux estuaires. On va les voir juste après. C'est les zones donc, entre la fin des fleuves et la mer. Donc c'est 9 masses d'eau de transition et une masse d'eau côtière qui va couvrir en fait toute la côte. Donc si on suivait les recommandations de la DCE, disons au niveau national, on devrait en Guyane avoir plus de 600 stations sur l'ensemble du territoire, 600 stations sur lesquelles on devrait faire des mesures chaque année. Concrètement, ce n'est pas possible, ça coûte beaucoup trop cher. Donc on a un nombre de stations beaucoup plus réduit, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé en fait, de brosser l'ensemble des typologies, l'ensemble des catégories de cours d'eau et des types de pression qu'on va rencontrer pour pouvoir faire des extrapolations. Donc une station, alors les chiffres sont assez impressionnants, une station du coup, ça revient à suivre à peu près 20 000 km de linéaire. Donc voilà, pour se rendre compte à peu près ce que ça peut faire à l'échelle du territoire. Slide suivante. Donc là, vous avez une carte très succincte en fait, des pressions anthropiques qu'on peut rencontrer sur le territoire. Donc vous savez que les activités humaines sont principalement localisées sur le littoral, donc avec les villes principales, un petit peu d'habitation sur la frange du Maroni et sur le Yapok. Concrètement, à l'intérieur des terres, il y a très peu d'activités, donc un petit peu d'exploitation forestière, en dehors, bien sûr, de l'activité d'orpaillage illégal, donc qui est matérialisée par les patates jaunes qu'il y a ici. Donc dès qu'on rentre à l'intérieur des terres, très peu d'activités, en dehors des activités illégales. Là, je vous ai mis quelques types de pression, donc une mine, des déchets qu'on peut rencontrer sur les fleuves, ou sur des stations qu'on suit. Bon, il y en a bien d'autres, mais voilà. Donc l'objectif, c'est de suivre en fait les stations qui sont soumises à pression et de pouvoir comparer ça à des stations de référence, donc qui sont vraiment en dehors des activités anthropiques. Donc forcément beaucoup plus profond en fait à l'intérieur du territoire. Slide suivante. Alors, je vous parlais de masse d'eau. J'ai dit que le suivi en fait se faisait en fonction il y a des objectifs qui sont fixés par type de masse d'eau. Donc un des premiers découpages qui est effectué, c'est ce qu'on appelle les hydroécorégions. Donc il y en a 2. Donc vous avez l'hydroécorégion 51 et la 52. La 51, elle est surtout sur le littoral, donc c'est surtout sur des cours d'eau et des criques qui sont soumises à l'effet de la marée, alors que la 52, pas du tout. Donc on a des habitats qui sont un petit peu différents. On aura en fait des indicateurs qui vont répondre différemment sur ces types de milieux. Celle suivante, enfin on peut passer là, voilà. Non, c'était avant. Donc le deuxième type de découpage qu'on va faire, c'est en fonction aussi de la typologie, enfin de ce qu'on appelle le rang de Strahler. Le rang de Strahler, donc c'est un terme un peu barbare, mais c'est juste pour dire que là vous avez une tête de bassin, donc avec le numéro 1. Donc vous êtes en haut, en fait, là où un cours d'eau prend sa source. Lorsque vous avez 2 cours d'eau de type 1 qui se rejoignent, ça va donner un type 2, puis un type 3, puis un type 4. En fait, c'est juste pour classer les cours d'eau en fonction de leur taille. Hein, voilà. Donc ça nous donne des indications. Et ça nous permet en fait de classer tous les cours d'eau en fonction de leur typologie. Donc on va avoir des petits cours d'eau, des très petits cours d'eau, des moyens cours d'eau, des grands cours d'eau et des très grands cours d'eau. Et donc on classe ça parce que comme on ne peut pas suivre en fait l'ensemble du territoire, on va essayer de suivre l'ensemble des typologies, donc quelques petits, quelques très petits, des moyens, des grands et des très grands. Et l'ensemble des types de pression qu'on va rencontrer sur ces milieux. Slide suivante. Donc là, vous avez l'ensemble des masses d'eau, enfin, une bonne partie des masses d'eau représentées. Donc comme je vous disais, donc vous avez donc les petites masses d'eau, donc on voit très peu là, qui sont en bleu assez fin. Ensuite, vous avez les grands fleuves, donc qui sont en bleu beaucoup plus large. Quand on se situe donc quand on va vers le littoral, on a les masses d'eau de transition, donc qui sont en rouge là. Il y en a 9, donc c'est les 9 grands fleuves. La masse d'eau plan d'eau, donc qui est Petit Saut, et la masse d'eau côtière, donc qui fait le littoral. Alors sur les eaux littorales, j'ai mis des slides, mais on va aller très vite ce soir parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Donc vous avez les informations sur le PowerPoint. Ça pourra faire l'objet d'autres discussions, mais je vais le passer très rapidement. Slide suivante. Alors. Maintenant, on va parler des réseaux. Alors, quels sont les types de réseaux qu'on va rencontrer au niveau de la directive? Le premier, et celui qui est le plus développé en Guyane, c'est ce qu'on appelle le réseau de contrôle de la surveillance. Donc, c'est celui qui est apparu le premier, en 2007. Sur les eaux de surface continentale, il comporte 43 stations. Et son objectif, en fait, c'est d'avoir un état général, une vision globale en fait, de la qualité de l'eau à l'échelle du territoire. Son objectif, ce n'est pas de suivre une pression spécifique,
c'est plus d'avoir une vision d'ensemble. Le deuxième réseau qui est apparu en 2016, qui a été mis en place en 2016, c'est le réseau de contrôle opérationnel. Celui-là, en fait, il a pour objectif de suivre uniquement les masses d'eau qui ont été déclassées à la fin d'un état des lieux. Donc à la fin d'un bilan d'un cycle de 6 ans, on a fait l'état des lieux, on a un certain nombre de masses d'eau qui sont déclassées et on va mettre en place un suivi spécifique sur ces masses d'eau pour comprendre quelles sont les raisons de leur déclassement et voir comment est-ce qu'on peut atteindre, avec un certain nombre de mesures, donc le programme de mesures qu'on avait vu tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut retourner au bon état écologique. Ensuite, on a le réseau de contrôle d'enquête. Donc lui, il est mis en place sur des pollutions accidentelles. Il n'y en a pas en Guyane, mais ça peut être motivé à n'importe quel moment. Si vous avez un accident, un camion qui transporte des produits, des pesticides ou quoi qui se déverse, on peut mettre en place ce type de réseau. Et le dernier réseau, c'est le contrôle additionnel. Donc c'est sur des lieux spécifiques, donc par exemple des points de captage. Ça, c'est l'ARS qui s'en charge. Donc pour ça, on ne l'abordera pas ce soir, on va aborder que les deux premiers. Slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va rencontrer sur ces réseaux ? Je ne sais pas s'il y a une carte. S'il y a une carte ici, voilà. Donc, sur les eaux de surface continentales, alors les eaux littorales, j'ai déjà en parlé très peu, c'est les points verts que vous avez ici. Donc il y en a sur la masse d'eau côtière et il y en a sur les masses d'eau de transition. Il y a 31 stations en tout. Bon, maintenant il y en a 29 qui sont actives, mais il y en avait 31 pendant un bon moment. Donc on ne va pas s'attarder dessus. Sur les eaux de surface continentale, on va avoir tous les points violets. Donc là, vous avez des stations en fait, qui ont été actives et des stations qui sont encore actives. Il y en a 43 qui sont actives actuellement. Et il y en a 35-36 qui sont suivies chaque année. Ensuite, on va avoir 15 stations hydrométriques donc pour faire le suivi. Donc ça, c'est le FLAG, le service fluvial de la DEAL, qui s'en charge pour faire le suivi de la variation de hauteur donc, au niveau des fleuves. Et on a 15 ou 16 stations, Nicolas le redira, donc de suivi en fait, piézométrique pour les nappes phréatiques, donc qui sont les points rouges. Ça, ce sera abordé après. Les eaux littorales, j'en ai parlé. Alors chaque réseau est constitué de stations de référence et de surveillance, donc on en a parlé. Les stations de référence sont des stations comme ici qui sont très loin en fait des impacts anthropiques. Donc vous en avez par exemple à Psiquicholi, là sur le Maroni, qui sont très loin, sur la Marouini également, qui sont des stations sur lesquelles il n'y a pas d'activité anthropique connue. Ça peut changer, notamment avec l'activité d'orpaillage illégal. Il arrive qu'on a des secteurs ici qui soient orpaillés d'une année sur l'autre. Mais bon, on a un certain nombre de stations de référence, on en a aussi à Saül, là par exemple, qui nous permettent de faire des points de comparaison donc, par bassin versant pour voir si on a un écart sur les stations où il y a des activités anthropiques. Slide suivante. Alors, bon là c'est juste à titre indicatif, c'est pour vous montrer qu'un réseau en fait ça évolue dans le temps, c'est pas figé. Donc par exemple sur les eaux de surface continentale, on est aujourd'hui à 43 stations. Alors le deuxième chiffre c'est celui qu'on suit chaque année, il y a des petites variations, il y en a 43 qui sont actives mais il n'y en a que 30, là il y en avait 32. Cette année c'est 36 qui sont suivis chaque année. Et vous voyez que ça a varié, donc au début de sa création on avait 17, puis ça a monté à 54 parce qu'il y avait des financements disponibles ou parce qu'on voulait suivre en fait des typologies spécifiques. Puis ensuite on a adapté, en fait, on a réussi à stabiliser ce réseau, donc qui se maintient à 43 stations actuellement pour définir la qualité d'un point de vue patrimonial. Slide suivante. Donc ça c'était sur les eaux de surface continentale pour le réseau de contrôle de la qualité. Pour le réseau de contrôle opérationnel, je vous ai dit que c'était un réseau qui avait pour but de suivre les masses d'eau qui étaient déclassées. Là, vous avez une carte en fait, du premier bilan, donc du premier cycle sur la Guyane. Alors, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est en jaune, en rouge, donc c'est soit des masses d'eau qui ont été déclassées parce qu'il y avait des pollutions qui avaient été enregistrées, soit parce que leur état était indéterminé. Donc là, par exemple, sur la masse d'eau côtière, les masses d'eau de transition ont toutes été classées en état indéterminé. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des activités humaines, il y a des villes, il y a un réseau routier, etc. Mais par contre, on n'arrive pas forcément, donc on n'avait pas assez de recul. L'état des lieux a été fait en 2013, le suivi sur les eaux littorales a commencé en 2013 aussi. On n'avait pas assez de données en fait, pour savoir si ces masses d'eau étaient soumises à pression ou pas. Sur le lac de Petit-Saut, c'est une masse d'eau, ce qu'on appelle fortement modifiée, donc on l'a mis en rouge, mais son état, on ne le connaît pas encore. Il y a des suivis qui sont faits, il y a une étude qui est faite là actuellement avec l'Agence française de la biodiversité pour savoir en fait dans quel état elle se situe actuellement, puisque c'est une masse d'eau, même si c'est un barrage, elle évolue en permanence. Donc voilà l'état en fait de ce premier bilan. Alors on voit que tout ce qui est à l'intérieur des terres, là c'est des activités d'orpaillage illégales, donc c'est assez développé. Ça correspond bien aux patates jaunes qu'on avait vues tout à l'heure. Alors les suivis qui sont faits sur ce réseau, c'est les mêmes que celles qui sont faits sur le réseau de contrôle de la surveillance, mais avec des fréquences qui changent. Voilà. Des fréquences qui changent et que les paramètres qui sont suivis peuvent changer un petit peu, mais globalement on va faire des études sur les compartiments biologiques et sur la chimie. Donc
Là, on a, sur ce premier bilan, on a 170 masses d'eau qui ont été déclassées sur les 840 de la Guyane, que comporte la Guyane. Donc c'est assez important, mais si on enlève l'activité d'orpaillage illégal, on en a une vingtaine seulement qui sont déclassées. Donc vingtaine avec l'agriculture et industrie, autre pression. Chaque année, on va en suivre une vingtaine, tout simplement parce que ça coûterait beaucoup trop cher d'en suivre 170 d'un coup. L'objectif donc sur ce réseau de contrôle opérationnel, c'est de voir quelles sont les pressions qui les déclassent. On fait un suivi sur 3 ans. Si au bout de 3 années, on se rend compte que le bon état est maintenu, ça va rebasculer en fait dans un bon état. Si jamais on se rend compte qu'il y a des pressions et qu'on arrive à les identifier, que ces pressions n'évoluent pas avec les actions qu'on va mettre en place, alors le suivi va être beaucoup plus long. Là, vous avez en 2017-2018 la carte en fait des 20 stations qu'on a suivies. Donc on s'est surtout focalisé en fait sur des activités hors orpaillage illégal, parce que les activités d'orpaillage illégal sont suivies dans le cadre d'autres suivis. Donc vous voyez, c'est surtout le secteur en fait de Javoué et de cacao, on s'est focalisé sur les secteurs agricoles. Et donc la première année de suivi, c'était 2016. Slide suivante. Alors, maintenant, quels sont les types de suivi qu'on fait concrètement? Donc sur les eaux de surface continentales, pour le réseau de contrôle de la qualité et le réseau de contrôle opérationnel, je vous ai dit que c'était à peu près les mêmes suivis, avec des fréquences qui varient. Les paramètres qu'on suit sur la biologie, ça va être le phytobenthos, donc c'est les diatomées, c'est les petits organismes unicellulaires ou qui vivent en colonie que vous avez en bleu là-bas. Donc c'est des algues en fait, les diatomées c'est ce qui glisse en fait sur les cailloux quand vous marchez dans un cours d'eau, si vous tombez en général c'est des diatomées. On va faire des suivis sur les insectes aquatiques, vous avez 2 représentants d'insectes aquatiques en haut. Sur les poissons, donc ça c'est pour la partie biologie. Et ensuite on va faire des suivis physico-chimiques, donc avec la sonde, donc c'est l'opératrice que vous voyez là, et des suivis chimiques, donc en prélevant en fait de l'eau et des sédiments pour faire des analyses en laboratoire. Slide suivante. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on a une pression sur un milieu? Qu'est-ce que ça peut causer en fait sur les organismes aquatiques? Pourquoi est-ce qu'on suit la biologie en fait? Vous pourrez nous dire, mais finalement, vous faites des analyses physico-chimiques et chimiques. Quel est l'intérêt de suivre le compartiment biologique? Tout simplement parce que le compartiment biologique, il a un pouvoir intégrateur beaucoup plus long. Si vous faites une analyse chimique, par exemple, j'ai monsieur X qui va déverser un flacon d'hydrocarbures dans l'eau. Si je viens au moment où il déverse, je vais le capter. Je vais voir qu'il y a des hydrocarbures dans mon eau. Mais si je viens 2 heures après ou 2 jours après, mon eau va être nickel et je ne vais pas avoir eu l'impression qu'il y a eu une perturbation. Par contre, cette perturbation, elle peut avoir affecté le compartiment biologique. Et comme son temps en fait, d'intégration est beaucoup plus long, si je viens 2 jours après ou quelques mois après, je vais m'en rendre compte. Là, par exemple, vous avez des organismes, donc c'est des insectes aquatiques. Donc là, ils sont dans leur milieu naturel. Là, ils sont soumis à une pression. Vous voyez que les plus sensibles, en fait, sont affectés par cette pression et disparaissent. Donc, ils vont laisser en fait, des niches vacantes qui vont être recolonisées par les organismes qui n'ont pas été affectés par cette pression. Donc, si je fais un prélèvement à T0 et si je fais un prélèvement à T3, là, je vais avoir des colonies en fait, qui vont être différentes. Et je vais pouvoir identifier qu'il y a eu une pression. Et si mon indicateur répond bien, je vais pouvoir identifier quel type de pression il y a eu. Donc en plus de la biologie, la chimie va m'apporter des informations complémentaires. Les temps d'intégration, donc de recolonisation des compartiments biologiques sont différents en fonction des diatomées. Donc les diatomées c'est très court, les invertébrés ça va être quelques jours, quelques semaines, et les poissons ça va être quelques mois, quelques années. Donc en fonction du temps où on prélève, si je viens au bout d'1 an, je peux avoir des perturbations sur les poissons que je ne vais plus avoir sur les insectes aquatiques. Donc on va travailler donc avec ce qu'on appelle le biote, tout ce qui est biologie c'est le biote, et on va utiliser des indicateurs biologiques. Donc je vous ai mis les noms là, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, mais pour la Guyane, voilà, il en existe un certain nombre. Slide suivante. Donc là c'est la même chose concrètement, vous avez donc un ensemble d'organismes, un insecte aquatique, en milieu de référence et sur des zones de mauvaise qualité. Donc là c'est pareil et vous voyez qu'il y a des communautés qui changent. Alors, on ne choisit pas n'importe quel organisme quand on fait de la bioindication, on choisit des organismes qu'on va trouver un petit peu partout. Pourquoi? Parce que si j'utilise des poissons et que je les retrouve que sur l'Oyapock, que sur le bassin de l'Oyapock, si je fais des prélèvements sur le Maroni, ils vont être absents, je vais avoir l'impression qu'il y a une pollution. Non, c'est juste que en fait, leur répartition géographique ne porte pas sur le Maroni. Donc il faut que leur aire de répartition soit relativement large. Il faut qu'ils aient ce qu'on appelle une valence écologique variable, c'est-à-dire qu'il me faut des organismes qui soient sensibles à des pollutions ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont sensibles, d'autres non, parce que sinon, si elles sont toutes sensibles, s'il y a une pollution, tout le monde va disparaître. Je ne saurais pas ce qui s'est passé. Donc il faut qu'il y ait des valences qui soient variables, que les critères d'identification de mes organismes soient simples et qu'ils ne soient pas trop onéreux. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et il faut que la réponse face à une pression soit relativement claire.
Voilà comment on choisit un indicateur biologique. Slide suivante. Alors, en Guyane, donc comme l'a abordé Thomas, on n'a pas pu utiliser en fait les indicateurs qui ont été mis en place en métropole, tout simplement parce que les organismes déjà sont différents. On a des milieux qui sont différents, donc les protocoles ne sont pas applicables. Nous, on a des fleuves qui sont très profonds, on a des fleuves qui sont très turbides, donc on ne va pas pouvoir procéder de la même façon. On a des réponses aux écosystèmes qui sont différents. On a des eaux qui sont beaucoup plus chaudes. Donc en Guyane, une eau à 30 degrés, c'est pas aberrant. En métropole, si vous avez une eau d'un fleuve à 30 degrés, ça peut être gênant. Donc on a vraiment des écosystèmes qui sont très différents. Donc en fait, on a dû repartir un petit peu de zéro en fait, pour créer tous ces indicateurs. On a aussi un manque de données par rapport à la métropole, hein, puisque le suivi est beaucoup plus récent. On a des pollutions qui sont, vous allez le voir, relativement réduites. Et ça, c'est un peu paradoxal, mais ça pose problème quand on crée des indicateurs. Parce qu'on va avoir des indices en fait, qui répondent beaucoup mieux aux variations du milieu qu'aux pressions. Et enfin, on a des accès qui sont relativement difficiles. Vous savez qu'à l'intérieur de la Guyane, l'essentiel des déplacements se fait via des pirogues, ou des bateaux, ou des avions, pardon. Donc maintenant, je vais vous présenter donc, un petit peu sous forme de BD, en fait, une mission type. Donc sur les eaux de surface continentales, concrètement, comment ça se passe? Donc les moyens de transport, c'est essentiellement... Donc, il y a sur le réseau de contrôle opérationnel, on fonctionne essentiellement avec des accès voitures. Mais sinon, ça se passe la majorité du temps en pirogue ou avec d'autres moyens nautiques. C'est des missions qui se déroulent sur un pas de temps de 1 journée à 5 jours. Donc pendant 5 jours, en fait, les opérateurs vont remonter un cours d'eau, ils vont aller sur la station la plus loin, puis ils vont redescendre progressivement. Il y a aussi des accès donc, qui se font en utilisant les moyens aériens, donc notamment pour aller à Saül, Maripasoula, le Maroni, une partie de l'Oyapock. Une fois qu'on se retrouve sur le fleuve, donc il faut pouvoir accéder, donc on a dit, à nos stations de surveillance qui sont matérialisées par des coordonnées GPS. Donc on a souvent, en fait, hein, notamment sur les gros fleuves, on a souvent des obstacles naturels, donc notamment les passages de seaux. Donc il va falloir passer par la forêt, tirer le matériel. Il nous faut des piroguiers qui soient expérimentés, hein, tout le monde ne peut pas s'aventurer sur un fleuve qui présente de tels obstacles. Et donc forcément, il faut une quantité de matériel qui est assez importante. Lorsque vous partez 1 semaine pour faire des prélèvements, il vous faut toutes les vivres en fait, et le matériel de terrain pour cette durée. Slide suivante. Donc une fois que vous êtes arrivé, hop, il y avait une slide avant. Une fois que vous êtes arrivé sur votre station, donc 99% des hébergements, on va dire c'est ça, hein, c'est du carbet-bâche. Il n'y a pas d'hôtel, pas encore en Guyane en tout cas. Donc les équipes en fait campent sur une journée. Donc chaque journée, en fait, elles établissent leur campement et le campement est déplacé en fait, le lendemain. Et enfin, une fois que le campement, le matériel est mis en place, on va pouvoir mettre en place, en fait, on va pouvoir lancer les opérations. Donc là, vous avez un opérateur qui va faire des captures de poissons en mettant en place des filets. Voilà, donc en gros, l'ennemi, en fait, la contrainte numéro 1, en fait, c'est le temps, puisque sur une journée, en fait, on essaye de réduire le temps au maximum. Pourquoi? Parce qu'on va faire des prélèvements de chimie, on va faire des prélèvements d'organismes biologiques. Tout ça, ça ne supporte pas la chaleur. Ça va être conditionné dans de la glace, mais quand vous partez 5 jours, au bout d'un moment, la glace, même si vous en avez fait le stock, ça devient compliqué, quoi. Surtout quand on est sur des zones où il n'y a pas de ravitaillement possible. Donc en fait, il faut pouvoir faire des déplacements et atteindre une station à chaque journée, en fait, pouvoir installer son campement et pouvoir faire l'ensemble des protocoles de prélèvement sur ce même pas de temps. Slide suivante. Donc une fois que vous êtes arrivé sur votre station, donc, si vous êtes arrivé le soir, la seule chose qui reste à faire, c'est poser les filets, puisque les filets sont posés à la nuit, on va le voir juste après, les filets de pêche. Sinon, si vous avez le temps, donc, la première étape, c'est de caractériser la station. Donc on a des fiches de station, comme ça, donc, qui sont toutes identiques. Sur ces fiches, on va renseigner donc, un certain nombre d'informations, à savoir les conditions météo, les conditions hydrologiques. Est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce qu'on voit en fait des irisations? Est-ce qu'on voit des pollutions apparentes, etc. Quels sont les habitats qu'on va recenser sur notre station? Donc même si on va toujours au même endroit d'une année sur l'autre, on fait systématiquement cet exercice. Ensuite, donc là je vous l'ai mis juste après, mais en général on le fait plutôt au moment juste avant de partir, parce que les prélèvements d'eau, on va faire les prélèvements physico-chimiques et chimiques. Les prélèvements d'eau, il y a besoin, en fait ça se dégrade dans le temps, donc il vaut mieux les prendre au dernier moment pour qu'ils soient le plus frais possible. Donc on va faire des mesures à la sonde. Donc pour avoir des mesures in situ, donc notamment température, pH, conductivité, salinité, oxygène, turbidité. Et on va faire des prélèvements d'eau et de sédiments. Tout ça, ça va être conditionné dans la glace et ça va être rapatrié après et expédié à des laboratoires, donc soit localement, soit en métropole. Ça, c'est pour la partie chimie, physico-chimie. Pour la partie maintenant biologie, donc on va faire des prélèvements de diatomées. Donc encore, vous avez quelques photos de diatomées ici. Les diatomées, on les prélève soit sur des pierres
donc qui sont à faible profondeur parce que c'est des algues, donc ça a besoin en fait de recevoir un rayonnement solaire pour se développer, soit sur des pontons métalliques. Bon, ça c'est assez anecdotique parce que les pontons métalliques on n'en trouve pas beaucoup en forêt, mais c'est les deux types de milieux qu'on va échantillonner. Une brosse à dents, on va frotter en fait la surface qui reçoit le rayonnement solaire avec un petit peu d'eau, et ça va être mis dans un récipient avec un conservateur et expédié à un laboratoire qui va regarder ça après traitement sous un microscope à très fort grossissement. Alors ça fait toujours rigoler quand on va faire des missions et qu'on demande à des piroguiers en fait on leur fait prélever des pierres ou on prélève des pierres et on les frotte avec des brosses à dents. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on dépense de l'argent pour frotter des cailloux avec une brosse à dents? Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, mais les diatomées sont de bons indicateurs en fait, des pressions et de la qualité de l'eau. Slide suivante. Donc ensuite, deuxième compartiment biologique qu'on va échantillonner, c'est les insectes aquatiques. Le protocole, donc c'est toujours le même. Même si vous connaissez les coordonnées de votre station, on reprend systématiquement les coordonnées de la station. Maintenant, on borne les stations, donc on prend l'aval et l'amont. On fait une description de la station. Donc chaque compartiment en fait, va faire chaque opérateur va faire la description de sa station. Et on va échantillonner donc c'est une sorte d'épuisette, le filet sorbeur. C'est un filet comme un filet à papillon, avec un petit cadre qui se déplie devant. On va échantillonner l'ensemble des habitats qu'on aura pu répertorier. Ensuite, on va faire un tri grossier. On va enlever toutes les fractions, les branches, tout ce qui ne nous intéresse pas. Et on va mettre ça dans des récipients conservés avec de l'alcool. Slide suivante. Donc là, je passerai rapidement. C'est la même chose, sauf que c'est un autre protocole pour les zones où il y a de la marée. On ne va pas faire le même type de prélèvement. On va mettre des petits dispositifs qui vont capter en fait, les organismes et qui sont laissés 3 semaines sur place. Ensuite, les organismes sont donc là aussi mis dans des flacons. Ils vont être amenés au laboratoire et là, on va avoir un tamisage et ensuite, on va les déterminer, on va les observer donc, sous loupe binoculaire ou sous microscope. Et après, on pourra calculer des indices en fait, qui nous donneront des notes en fait, pour déterminer la qualité du milieu. Slide suivante. Alors ça, c'est pour vous montrer juste les types d'habitats qu'on peut rencontrer, donc notamment sur les insectes aquatiques quand on est sur une station. On va essayer, donc là vous avez les fractions minérales et les fractions organiques. Donc on va essayer de maximiser en fait, la diversité des habitats. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut avoir la diversité la plus importante en fait, d'organismes sur une station pour savoir si les plus sensibles, par exemple, sont soumis à pression. Si on échantillonne uniquement dans des habitats où il y a peu d'organismes comme ça, on va certainement déclasser la station alors que c'est juste une aberration, un protocole qui n'a pas été respecté. Donc quand on fait les prélèvements, on essaie de diversifier au maximum à la fois les habitats et les classes de courant. Slide suivante. Maintenant sur les poissons. Alors quand on arrive sur une nouvelle station, maintenant c'est relativement rare, les stations sont relativement figées sur les réseaux. La première chose à faire, donc, ça va être de faire une description. Donc là aussi pour les poissons, on va faire une description de l'ensemble de la station en faisant des transects. Donc vous avez des transects, le bateau va parcourir en fait ces lignes rouges. Et à chaque point, en fait, il va faire une caractérisation des habitats, du courant, etc. pour avoir une bonne représentation en fait, de la station. Puisque contrairement à la slide que je vous ai présentée précédemment, sur les insectes aquatiques où on prélève à faible profondeur, on voit bien les habitats. Sur les fleuves, là, vous avez plusieurs mètres de profondeur, vous ne voyez pas. Donc il y a un protocole qui permet de caractériser les milieux qu'on va échantillonner. Slide suivante. Le protocole d'échantillonnage des poissons, donc ça se fait, alors sur les fleuves, ça se fait avec des filets. Donc on pose des filets maillants. Il y a 500 mètres de filets qui sont posés sur chaque station. C'est 4 batteries en fait, de 5 filets avec des mailles relativement fines. Donc c'est 15, 20, 25, 30, 35 mm. Elles sont fines parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la diversité, c'est pas de capturer des gros poissons. Ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de diversité. Les filets sont posés le soir vers 17 h, parallèle à la berge. Donc on va essayer de diversifier là aussi les habitats. On va pas mettre les filets en face des mêmes habitats. On ne met pas les filets de même maille. Si je ne vais pas mettre les 4 filets de maille 35 au même endroit, je vais essayer de diversifier pour maximiser mes chances d'avoir des poissons de taille différente et d'espèces différentes. Quand on pose les filets, on prend la profondeur avec cet appareil. Donc là encore pour caractériser le milieu. Et on va prendre des mesures physico-chimiques parce que les poissons, en fait, la présence-absence des poissons est souvent conditionnée par les mesures in situ dans le milieu. Les filets sont relevés le lendemain. Ils sont donc, à chaque filet correspond un sac. On va mettre les poissons qu'on aura capturés dans chaque filet dans son sac. De retour au camp, les poissons vont être rassemblés et ils vont être pesés, mesurés. On va les identifier et on va faire des prélèvements de chair donc, sur certains individus, notamment pour faire des analyses de mercure. Donc c'était l'apéroscience précédent. Mais aussi, à partir de cette année, 10 autres substances qui sont recherchées en fait, dans ce compartiment biologique.
Alors les poissons, c'est le seul compartiment biologique qui est identifié sur place. Pourquoi? Parce qu'on peut pas se permettre de ramener en fait plusieurs kilos de poissons au laboratoire au bout de 5 jours. Vous imaginez dans quelles conditions ça sera. Slide suivante. Alors, je vais passer celle-là, c'est sur les eaux littorales. On ne va pas s'attarder. Donc une fois qu'on est rentré au laboratoire ou qu'on a fait l'identification des poissons sur place, on va utiliser les indicateurs. Donc là, je vous en montre un très rapidement. On retrouve les 5 codes couleurs. Alors lui, il en a perdu un parce que c'est un indicateur qui avait été créé dans les années 2000. On retrouve les 5 codes couleurs donc pour l'écologie. Là, vous avez une liste en fait d'insectes aquatiques et vous voyez qu'il y a des notes en fait qui sont associées à chaque fois que vous trouvez un organisme. Donc, en fonction s'il est sensible ou pas à une pollution, sa note va être importante. Ensuite, il y a un petit calcul. Je fais tourner ma petite moulinette une fois que j'ai fait les identifications et l'indicateur me donne en fait une interprétation. Donc là, par exemple, vous avez une note de 4,3 qui vous dit classe 2. Votre cours d'eau est peu altéré, niveau faiblement impacté ou bien station suffisamment éloignée d'un impact pour une récupération importante. Voilà. Donc voilà comment. Donc ça c'est un indicateur simple. Il y a des indicateurs beaucoup plus complexes, mais concrètement voilà comment ça marche. Slide suivante. Donc quels sont les résultats qu'on va obtenir à la fin d'une campagne d'échantillonnage? Là vous avez sur les diatomées. Donc je vous ai mis les résultats de 2016, c'est les plus récents. Ceux de 2017 ne sont pas encore disponibles. L'indicateur en fait donne les résultats suivants, donc c'est l'IPS, indicateur de poliosensibilité sur les diatomées. Il y a un autre indicateur qui est en cours de construction qui sera plus adapté au territoire guyanais, mais pour l'instant c'est celui-là qu'on utilise. Bon, globalement il dit que l'ensemble des stations qui ont été échantillonnées en 2016 sont en très bon ou en bon état. Donc a priori, les pressions qui sont présentes sur le territoire n'affectent pas ce compartiment. Il y a 2 hypothèses, soit ça ne les affecte pas, soit l'indicateur n'est pas assez fiable. Donc les indicateurs évoluent dans le temps, hein. Chaque fois on va y rajouter des données, on va les faire tourner, on va les perfectionner, mais bon en tout cas, en 2016, voilà les résultats qu'on pouvait observer sur les diatomées. Slide suivante. Là vous avez l'évolution en fait des résultats sur les diatomées, donc sur les eaux de surface continentales. Vous voyez qu'il y a quelques variations, l'indicateur a été renforcé au fur et à mesure du temps. On voit qu'on avait des résultats plus pénalisants les années précédentes. Hein, par exemple le orange, on ne le retrouve pas la dernière année, on n'a que du bon ou très bon état. Donc on a une évolution. Un indicateur, ce n'est pas la science exacte, hein. Y a énormément de critères en fait, qui vont influer les organismes qui vivent dans l'eau. Mais bon, ça nous permet quand même d'avoir une idée en fait, de la qualité de l'eau à un instant donné. Donc vous voyez, les résultats que je vous ai présentés sont projetés ici. On n'a que du bon ou du très bon état selon les diatomées. Slide suivante. Là, vous avez sur les mêmes stations, donc vous avez le rendu donc, pour les insectes aquatiques, avec, vous voyez, 2 indicateurs différents. Alors il y en a plusieurs sur les insectes aquatiques. La première chose qui est marquante, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes résultats en fonction des indicateurs qu'on utilise. Pourquoi? Parce que celui-là, déjà, il ne fonctionne pas dans les zones où il y a de l'influence de la marée. Parce que les organismes en fait, qu'on recherche ne sont pas présents dans ces zones-là. Donc vous voyez que sur la bande littorale, il y a un certain nombre de stations qui sont en jaune, qui ont été déclassées, pas parce qu'il y a des pressions, mais tout simplement parce que les organismes sont absents. Cet indicateur-là, il est beaucoup plus récent. Il prend en compte un certain nombre de critères plus diversifiés que celui-là. Donc ces résultats sont a priori plus fiables. Par contre, il ne peut pas être calculé sur toutes les stations. Donc vous l'avez uniquement en fait, sur des stations voilà, où on voit les deux codes couleurs. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de stations où il n'a pas été calculé. Donc on voit que selon le SMEC, dans cet indicateur qui date des années 2000, on avait à peu près la moitié des stations qui étaient en bon ou très bon état. L'autre moitié non. Selon l'indicateur, donc l'indicateur biologique sur les macroinvertébrés de Guyane, on est plutôt dans le même schéma que les diatomées, on a des eaux de bonne et très bonne qualité. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des secteurs comme Sossonel, les secteurs du Maroni, le bas de l'Oyapock, le Blon aussi sont des secteurs où il y a de l'orpaillage. Hein, a priori, les insectes aquatiques, enfin, l'indicateur sur les insectes aquatiques les capte relativement bien. Slide suivante. Là, on est maintenant sur les poissons. Donc l'indicateur sur les poissons, donc lui, il nous montre encore des résultats différents. Donc, vous voyez que selon cet indicateur en 2016, sur les stations qui ont été échantillonnées, il y avait 56% en fait qui étaient en bon état, 0 en très bon état. Alors ce qu'on fait quand on compile les données, on prend toujours en fait l'indicateur qui est le plus pénalisant. Hein, comme on a plusieurs compartiments biologiques, si les poissons sont le plus pénalisants sur une station, ben on va prendre l'indicateur poisson comme référence. Donc voilà les résultats sur les poissons. Slide suivante. Donc là vous avez la compilation en fait, de l'ensemble des résultats sur 2016. Donc voilà ce que ça donne. Donc au final, quand on compile tous les indicateurs biologiques, uniquement, hein, pas la chimie pour l'instant, on obtient 40% des eaux qui sont en bon état. Et le reste, 40 c'est un petit peu plus, il y a un petit peu de bleu, 43%. Le reste est en état moyen, médiocre. Alors on retrouve toujours les secteurs
les secteurs orpaillés, mais on retrouve aussi des secteurs en fait, sur lesquels il n'y a pas forcément de pression, qui sont en fait des zones soumises à marnage où les indicateurs étaient déclassants, pénalisants. Donc les indicateurs donc, sont un outil intéressant, mais ce n'est pas une science exacte. Ils sont amenés à être perfectionnés. Voilà. Donc il y a beaucoup de travaux en fait, qui portent sur l'évolution de ces indicateurs actuellement. Slide suivante. Donc on a vu l'aspect écologie. Maintenant en 2016, on va voir l'aspect chimie, donc sur les eaux de surface. Ce qu'on peut voir en fait ici, c'est que donc vous avez un certain nombre de stations qui ont été suivies. Il y en avait 16 sur les 43. Donc ça tourne en fait. Hein. Elles sont faites les 43 sur un cycle de 3 ans, mais sur cette année, il n'y en avait que 16 avec 1 à 4 sorties dans l'année. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a pas mal de déclassements qui sont dus à l'activité d'orpaillage illégal. Hein. La turbidité ressort souvent. Alors même si elle fait perdre qu'un cran, on passe du bleu au vert, c'est quand même déclassant. Bon, après, il y a quelques paramètres comme le phosphore, mais bon, ça, c'est des paramètres naturels. On a des stations sur lesquelles il y a des mauvais ratios en oxygène. Ce sont des conditions qui sont naturelles. Celles-là, les moins, surtout dans les parties amont des fleuves. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de rouge, mais en fait, ce n'est pas très alarmant, puisqu'en fait, les éléments qu'on trouve ici, c'est du cuivre, du barium, du titane et du vanadium. Ce sont des éléments qui sont liés au fond en fait, géochimique, ce qu'on appelle, donc à la structure géologique du socle de la Guyane. Alors ça apparaît en rouge parce que en fait, les normes sur lesquelles on se base, les seuils, sont issus de métropole et on n'a pas les mêmes niveaux en fait en métropole. Donc forcément, ça dépasse les seuils de la métropole, mais c'est naturel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on détecte du paracétamol. Donc c'est un peu intriguant, enfin pas intriguant, c'est un peu bizarre, surtout sur certaines stations. Donc au-dessus de Cacao, Cric Grillon, donc, qui est sur le secteur de Bélizon. Sur Bois-Bandé, là aussi une station sur le secteur de Bélizon. Voilà, on a du paracétamol qui ressort. Sinon, on détecte vraiment quasiment rien en fait. Alors là, j'ai pas mis l'historique de tous les résultats, mais au niveau des substances recherchées, on a 280 substances qui sont recherchées au niveau de l'état chimique. Ce sont des substances en fait qui sont issues soit des déclarations des douanes, soit de la BNVD, c'est la Banque nationale des ventes, donc pour les produits phytosanitaires, soit des substances qu'on avait détectées les années précédentes, soit des substances qui avaient été détectées lors de campagnes exceptionnelles. C'est toutes ces substances-là qu'on recherche. Et finalement, sur une campagne où on recherche 280 substances par station, voilà le rendu qu'on a. Il y a très peu de choses qui ressortent en fait. Donc au final, donc, cette année-là, on avait à peu près 80% des stations qui étaient en bon et très bon état et 18% des stations qui étaient en état moyen. Slide suivante. Donc on était sur le réseau de contrôle de la surveillance, maintenant sur le réseau de contrôle opérationnel, donc qui vise à suivre les masses d'eau déclassées. Voilà ce qu'on obtient d'un point de vue chimique. Alors on a suivi surtout, je vous ai dit, le secteur de Cacao et le secteur de Javoué. Donc on s'attend à trouver des pesticides et c'est ce qu'on retrouve. Vous avez donc une quinzaine de substances en fait, qui ont été retrouvées sur 20 stations. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir, alors j'ai pas mis les valeurs seuil, mais en fait, ça c'est les concentrations auxquelles on les a rencontrées. En fait, ces valeurs ne sont pas déclassantes tout simplement parce qu'on est en dessous des valeurs seuil. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce secteur-là, il y a des substances qui émergent. C'est pas surprenant puisqu'on est dans des secteurs agricoles, il y a un certain nombre de substances qui sont employées. Mais par contre, elles sont en très faible concentration pour l'instant, ou en tout cas lors des moments où on a fait les campagnes. En 2016, il y avait une seule campagne de chimie. Cette année, il y en a 4, notamment en saison des pluies. Donc peut-être que cette année, les résultats seront différents. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des substances qui émergent en Guyane et on va pouvoir se focaliser sur ces substances-là. Sur ce réseau de contrôle, pour l'instant, il n'y a rien qui est déclassant. Donc ça veut dire que même si on les détecte, dans les 3 prochaines années, si elles restent à ces seuils-là, le cours d'eau va retrouver son bon état. Donc d'un point de vue chimique. D'un point de vue biologique, ce que ça donnait sur ces 20 stations, il y a 60% des stations, donc on n'a pas fait de poissons parce que sur les petites criques, on n'a pas de protocole. Avant, on utilisait la roténone sous dérogation, maintenant c'est interdit. Il y aura bientôt de la pêche électrique. Pour l'instant, on n'a rien. Donc on a fait des insectes, des diatomées et de la physico-chimie, de la chimie. Les insectes et les diatomées nous ont donné les résultats suivants. 60% des stations sont en bon état et très bon état, et 40% ont un état mauvais. Cet état, il est dû soit au fait qu'on a des stations qui sont soumises à la marée, puisque ça rentre assez loin à l'intérieur des terres, y compris sur certaines stations ici, soit tout simplement parce qu'il y a une pression. Donc on va suivre ça pendant 3 ans, et on va essayer de détecter s'il y a des substances spécifiques en fait, qui peuvent expliquer ce déclassement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait un focus sur des masses d'eau qui sont déclassées, et on voit que sur les masses d'eau déclassées, on a quand même 60% qui sont en bon état.
On revient à notre bilan donc, de 2013, notre état des lieux de 2013. Le prochain état des lieux, c'est donc normalement c'est 2021, mais en fait, comme ça prend du temps à le faire, il est en cours. Il va commencer d'ici quelques mois. Il sera terminé en 2019. Donc on verra en 2019, en fonction des connaissances et en fonction des données en fait, qu'on a compilées sur les 6 dernières années, si on obtient le même nombre en fait, de masses d'eau déclassées ou pas. C'est peu probable parce que les masses d'eau qui sont suivies sur le RCO, vous avez vu qu'il y a 60% qui sont en bon état. Donc elles vont certainement réintégrer la couleur verte. Les connaissances sur les eaux littorales maintenant qui ont débuté en 2013 sont plus importantes. Donc on va certainement les faire basculer également en vert. Slide suivante. Donc voilà en conclusion. Ce qu'on peut dire donc, sur l'application de cette directive et la qualité des eaux en Guyane, c'est que ça a permis de développer un très grand nombre de connaissances en fait, sur les milieux aquatiques. Vraiment une grosse partie de ces connaissances ont été acquises grâce à la directive. Ça a permis de développer des indicateurs, même s'ils ne sont pas encore totalement robustes, ces indicateurs vont être perfectionnés. Ça permet également, alors même si certaines connaissances, donc j'ai dit que ça avait permis de développer beaucoup de connaissances, même s'il y en a qui sont encore lacunaires dans certains domaines, notamment sur les zones humides, type marée, on n'a pas beaucoup de données. Sur tout ce qui est haute surface continentale, fleuve, crique, pour le coup, on a relativement bien avancé. Sur le lac de Petit-Saut, il y a des études qui sont en cours. Et sur les eaux littorales, masse d'eau côtière, il y a un grand nombre de connaissances qui sont acquises actuellement et beaucoup de travaux en cours. Ça a permis donc aussi de mettre en place, donc de développer sur les 10 dernières années ces réseaux avec le nombre de stations qu'ils comportent et d'optimiser ces réseaux avec des fréquences qui sont le plus proches en fait, des recommandations au niveau national. Alors, il y a encore un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées puisque le territoire est très vaste. Les accès sont compliqués, donc ça engendre en fait un certain nombre de surcoûts, notamment pour l'envoi d'un grand nombre d'analyses. En fait, toute la chimie quasiment, elle est réalisée en métropole. Ça veut dire qu'il faut envoyer en fait une grande quantité de flacons d'eau et de sédiments dans des conditionnements avec de la glace, en fret, avec le délai le plus court possible en métropole. Vous imaginez que ça représente un surcoût de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si ça pouvait être fait localement, ça nous intéresserait. Mais globalement, donc, en dehors de la pression d'orpaillage illégal, on voit que sur les eaux de surface, il n'y a que 20 masses d'eau en fait, qui sont déclassées. On est vraiment un très très bon élève par rapport à la métropole. Bon, forcément, ce n'est pas le même contexte. La Guyane, c'est un territoire beaucoup moins soumis à pression. Mais si on enlève cette pression d'orpaillage illégal, on a 98% en fait, de nos cours d'eau qui sont en bon état. Et enfin, il y a des substances qui commencent à émerger, donc en lien avec le développement humain. Il est certain qu'en Guyane, de toute façon, le développement humain ça va s'accroître. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse capter ces substances comme on le voit sur le RCO et pouvoir mettre un suivi spécifiquement là-dessus.